On va reparler plus spécifiquement de la Bretagne avec une session spéciale orage et phénomènes violents en Bretagne. Alors on l'a dit en début de matinée, la Bretagne, c'est l'une des zones les moins orageuses de France. Ça n'empêche pas quand même des orages violents de manière ponctuelle avec des caractéristiques spécifiques. On va en parler. Et puis d'autres phénomènes météo extrêmes également. Pour animer cette session, Kevin Floury, je vais lui demander de nous rejoindre. Il est journaliste météo à BFM TV. Il est passionné des tempêtes et des orages, ça tombe bien. Et en plus, il est membre de l'association Météo Bretagne, donc notre partenaire. Il est membre depuis l'âge de 12 ans. Donc un vrai passionné qui nous rejoint, qui a toute sa place au Meetup. Et pour l'accompagner, Stéphane Schmitt, Pauline Aurélou et Mathieu Riverain. Je vous attends sur scène et vous avez la télécommande là-bas. Voilà, bonjour à toutes et tous, bonjour aux Bretons, aux chasseurs d'orage, aux passionnés de météo et puis aux curieux et curieuses qui sont venus aussi nombreux échanger météo avec les présentateurs, présentatrices et puis aussi avec les passionnés, les photographes. On va animer en effet une petite session ensemble pendant 30 minutes. On va évoquer deux grands phénomènes météo. Alors, un très très grand en Bretagne, ce sont évidemment les tempêtes et puis un plus petit. Ce sont les orages, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément aussi fréquents que dans d'autres territoires de France, mais ils auront quand même une petite particularité. On va s'attaquer tout de suite à ça avec vous, Stéphane Schmitt. Vous représentez aujourd'hui Météo Orage, filiale de Météo France, qui est un service d'aide à la décision pour tous les secteurs qui peuvent être à un moment donné confrontés à l'orage et évidemment à la foudre, aux décharges électriques. Et je vous proposais juste de prendre la petite télécommande et de passer à la première slide parce qu'on va aller tout de suite chasser les orages ensemble. Et on va notamment parler d'une de vos études qui nous montre que quand on regarde la moyenne de puissance, entre guillemets, des charges de foudre en France, eh bien, la Bretagne se situe non pas en termes de nombre au-dessus de la moyenne nationale, mais par contre en termes de puissance de décharge, donc des impacts de foudre. Vous avez découvert eh bien, que les plus puissants se produisaient en Bretagne. Expliquez-nous. Exactement, mais merci pour cette présentation, Kevin. Merci d'être si nombreux. Et effectivement, la Bretagne, j'ai entendu tout à l'heure, oui, bon, la Bretagne, il n'y a pas d'orage. Alors, il n'y a pas une grande population d'éclairs, c'est vrai, ça, je vous l'accorde. Par contre, vous avez un record absolu, record de France absolu sur la proportion d'éclairs de forte amplitude. Alors, quand je dis amplitude, c'est le courant de décharge. Pourquoi? Parce que effectivement, alors Kevin disait, on a réalisé une étude, on a mis en évidence. Je pense que tout le monde le savait, ou en tout cas beaucoup le savaient déjà ici. Le fait que on retrouve quand même des éclairs de forte amplitude en Bretagne. Hein, là, on n'a rien inventé. Mais vous verrez, là où c'est intéressant, c'est que en fait, on l'a souvent mis sous le dos des tempêtes hivernales. Et puis, en fait, vous allez voir, alors, je tease, c'est un peu, je vais un peu en avance, mais c'est pas nécessairement là où on retrouve ces fortes amplitudes. Mais effectivement, le constat, c'est plus grande proportion d'éclairs de forte amplitude. Pour vous donner des ordres de grandeur, en fait, on retrouve 10% des éclairs en Bretagne qui font plus de 50 000 ampères. Alors bon, ça va pas vous parler. C'est vrai que les ampères, on se dit oula, c'est surtout pour ceux qui se rappellent des cours de physique. Déjà, l'ampère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé. On est en milliampères. Un cœur, il s'arrête à 40 milliampères. Donc, pouf. Là, je vous parle même pas d'ampères, je vous parle de milliers d'ampères. En règle générale, un éclair, il fait, allez, très à la louche, il fait à peu près 20 000 ampères. Donc 20 000 ampères, là, j'entendais des moyennes tout à l'heure. Serge, je vais abonder dans son sens. Là, c'est plus de 2 fois supérieur à la moyenne d'un éclair. Voilà. Et ça, c'est ce que vous retrouvez le plus souvent en Bretagne. Donc je le disais, 7%, j'ai fait l'étude en France, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, et 12% en Bretagne. Et puis là aussi, ce qui est assez scotchant, c'est non seulement plus de 50 000 ampères, mais là, si on parle de supervolt, alors pas dans leur définition totalement officielle, mais en considérant, tiens, le fait qu'un supervolt, ça s'approche quand même de quelque chose qui fait plus de 200 000 ampères,
Et, et ben là, en fait, en France, c'est 0,12, 0,14, 0,16%. Et la Bretagne, c'est plus de 0,40, quoi. Voilà. On le voit bien d'ailleurs sur la courbe que la Bretagne est en effet au-dessus de la moyenne nationale. Sur la slide suivante, justement, on va avoir un indicateur très net. Vous parliez que ce n'était pas forcément lors des tempêtes hivernales que l'on retrouvait ces superpuissances d'impact de foudre, mais par exemple lors de l'apparition d'une goutte froide, hein, qui génère beaucoup d'instabilité, des averses, des orages. C'est l'un des 3 temps forts que vous avez pu déceler à travers cette étude. Voilà, alors exactement. Donc, en fait, c'était pas tant. Ce constat-là, il était partagé par beaucoup d'entre vous. Je vois, il y a énormément de passionnés. Donc, je vous apprends rien sur le fait que, bah oui, en Bretagne, on retrouve une proportion d'impact de plus forte amplitude. Voilà. Là où l'étude devient intéressante, c'est que bah, j'ai voulu, rien qu'en regardant sur 2025, donc j'ai pris bah, finalement tous ces éclairs là, de plus de 200 000 ampères qui ont frappé la Bretagne en 2025, et je me suis dit, tiens, dans quoi on les retrouve? Et un peu comme je me suis dit, bon, bah, forcément, je vais retrouver des tempêtes hivernales parce que c'est là où on retrouve quand même des impacts de plus forte amplitude, hein. On avait mené notamment une étude lors de la tempête Ciarán, où il y avait eu énormément de dégâts liés à la foudre, alors qu'en fait, il y avait eu très peu d'éclairs qui avaient frappé le sud-ouest, et pour autant des dégâts très importants. Et donc voilà, donc je me suis intéressé à 2025. J'ai identifié les zones où on avait au moins allez, 3-4 éclairs de plus de 200 000 ampères lors d'un épisode, hein, et là, j'ai identifié donc trois journées. 3 journées, donc en janvier, effectivement. Donc celle-ci, celle de janvier, elle a notamment avec des dégâts. Donc là, c'est typiquement lors d'une tempête hivernale. Et puis la deuxième, en juillet, lors d'un épisode post-caniculaire avec dôme de chaleur. Et puis la troisième, en août, avec la présence d'une goutte froide. Et là, bah, finalement, vous voyez, la Bretagne n'a pas des impacts de forte amplitude uniquement à cause de régimes, notamment de tempêtes hivernales, qui expliqueraient, mais elle a d'autres particularités et qui en font une exception française, quoi. Vous parliez à l'instant, Stéphane Schmidt, d'exemple. Il y en a un, donc janvier 2025, dans un petit village du Morbihan, donc sur la partie sud de la région Bretagne, où là, en fait, on a le témoignage d'un certain nombre d'habitants de ce bourg breton qui disent, alors évidemment, l'orage a grondé très fort. On a le clocher qui a servi d'impact de foudre, parce que je crois qu'il y a un paratonnerre sur ce clocher. Mais le problème, c'est que ça a engendré des dégâts électriques très sérieux, en plus des dégâts causés par le vent de l'orage. Là, on a eu des dégâts très importants. C'est l'un des plus gros impacts de foudre que vous avez pu observer ces 12 derniers mois sur la région, même ces 24 derniers mois. Voilà, alors c'était un peu pour illustrer les conséquences, parce que là, on est un peu dans l'abstraction. Je vous parle de 200 000 ampères, mais même 50 000 ampères. Voilà, on parle de valeurs de courant. Et pour autant, c'est quoi les conséquences de tel courant? Et donc, j'ai voulu l'illustrer à travers cet exemple. Donc là, on voit bien l'église sur l'image. On localise bien un éclair, donc à moins, vous voyez, bon, avec la précision de localisation d'un réseau de détection météorage, on localise bien l'éclair. On mesure également donc son intensité. On est au-delà de 200 000 ampères. Et en dépit de la présence de paratonnerres sur l'église, le fait qu'il y a quand même des systèmes de protection, puisqu'il y a une obligation en France date des années 50 sur la protection des lieux de culte, et ben en fait, vous voyez qu'on a des dégâts sur l'église, on a des dégâts aux alentours. Et puis, vous voyez, nombreux administrés ont eu très peur, ont ressenti comme un tremblement de terre. Alors, tremblement de terre, déflagration inouïe. Il y a, en 2004, j'avais été, je fais le lien avec mon expérience personnelle. En 2004, j'avais été alerté par la préfecture de police de Paris qui recevait des appels d'un peu partout dans le nord parisien de déflagration. On parlait d'attaques terroristes, des gens qui étaient paniqués parce qu'il y avait eu un bruit incroyable. Et là, en fait, la préfecture de police, à un moment, se dit, mais et si on voyait on étudiait la piste de l'orage? Et donc là, il m'appelle
Et effectivement, on a eu ce jour-là un impact isolé au nord parisien à 197 000 ampères et donc qui avait causé donc une déflagration inouïe, et les gens ne nous ont pas cru. C'est-à-dire que lorsqu'on a expliqué, oui, effectivement, on a eu un impact, ah non, parce que 197 000 kiloampères, 197 kiloampères, vous-même qui avez connu des centaines probablement d'orages, et je ne parle pas des chasseurs d'orages qu'on connaît, c'était peut-être des milliers, eh ben, en fait, probablement, vous n'en avez jamais vu, ou très peu, et le différentiel entre un éclair classique et un éclair de cette amplitude, eh ben, il est forcément incroyable. Pour les chasseurs d'orage, si un jour ils ont la chance de photographier l'un de ces impacts de foudre très violents, ça envoie un flash, hein. Il faut que l'appareil soit bien réglé. Exactement. Là, il faudra demander à Tony et Xavier qui sont au premier rang, voilà, est-ce qu'il est capable d'illuminer avec l'illumination? Est-ce que finalement ça donne un beau cliché ou pas du tout? Personnellement, j'ai des doutes. Très rapidement, pour conclure sur cette partie, on a beaucoup parlé en effet de la puissance des décharges électriques. Comment vous les mesurez? Vous parliez d'un réseau en effet de mesure. Comment ça fonctionne? Alors, c'est le réseau national, donc, et tu l'as dit tout à l'heure, donc Météorage est une filiale de Météo France. Notre activité, elle consiste à opérer le réseau national de détection de la foudre. On fait ça depuis 1987. Et donc, en fait, ce réseau détecte à la fois les éclairs nuages-sol et aujourd'hui une grande partie de l'activité intranuageuse. Et donc stocke ces données. Donc on a accès. En fait, la France, Cocorico, a la base de données climato en foudre la plus importante de la planète. Voilà, parce que il n'y a aucun autre réseau, aucun autre organisme météo dans le monde qui a cette profondeur. Et pour autant, comme le disait Tony tout à l'heure, profondeur, mais bon, 1987-2026, ça nous permet de commencer à faire des études. Je conclurai là-dessus parce que j'entendais tout à l'heure, forcément, tout ce qui est en lien avec le réchauffement climatique. Il y a très peu d'études qui existent sur les conséquences du réchauffement climatique en matière d'orage. Mais là, on publie une étude la semaine prochaine lors d'une conférence au Japon sur ce qu'on observe en France en termes de conséquences. Et ce sera un peu mon dernier mot, pardon, parce que je suis un peu trop bavard, mais sur le fait que ce qu'on observe en France, c'est une stagnation, voire en tout cas ça se maintient ou ça stagne en plaine. Par contre, il y a une explosion de l'activité orageuse, notamment dans les Pyrénées, d'où je viens, et les Alpes, quoi. Et on en reparlera tout à l'heure avec une question plus tournée sur l'assurance, les orages qui deviennent et nouveaux ennemis des assureurs, notamment concernant la grêle. Alors on va partir maintenant prendre un peu l'air avec cette chaleur dehors. On va se replonger dans les tempêtes et dans les températures un peu plus faibles par rapport à ce que l'on connaît évidemment aujourd'hui et ces prochains jours en Bretagne avec vous, Mathieu Riverain. Alors déjà, merci d'être là. On a aperçu, je crois, un ou deux même de vos livres dehors avec cette photo-là que vous avez prise il y a quelques temps maintenant où on voit cette vague qui forme un visage lors d'une tempête sur les côtes bretonnes. Elle est magnifique. Vous pouvez donc retrouver les livres de Mathieu à la sortie de cette session. Mathieu, vous photographiez les tempêtes depuis 15 ans. Et vous, quand tout le monde se met à l'abri, eh ben vous sortez et vous allez photographier les éléments en Bretagne. J'essaye de sortir quand même en sécurité. C'est quand même à bord d'hélicoptère quand même parfois. Hein. Ça dépend des... Oui, effectivement, cette photo est faite en hélicoptère. Non, mais l'objectif, c'est quand même de rapporter une image, donc réaliser l'image en sécurité. Et effectivement, depuis 15 ans, je ne loupe presque aucune image, aucune tempête qui passe sur le littoral breton. Ne serait-ce que parce que déjà, c'est un événement dramatique la plupart du temps qu'on raconte. Mais en fait, moi, j'essaye d'apporter un regard artistique dessus. Et raconter un récit un peu parallèle avec des images qui font travailler l'imagination des gens, par exemple, comme celle-ci. Donc là, vous êtes à bord d'un hélicoptère. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est une image, en fait, qu'on ne peut pas obtenir depuis la Terre, puisque le phare est situé à 3 km au large des côtes de Ouessant, en mer d'Iroise. Et ça, c'est pendant la tempête Ruzica en 2016. Et c'est les plus grosses vagues que j'ai pu voir à ce moment-là. Les vagues faisaient aux alentours de 20-25 mètres. Donc cet hiver-là, il y a des vagues qui ont été l'hiver suivant, il y a une vague qui a été mesurée à 24,80 m au phare de la Jument. Donc 24,80 m, c'est un immeuble de 10 étages. Hein. Je vous laisse imaginer la taille de la vague. Oui, comment ça se passe en fait l'objectif, c'est du coup de rapporter des images, que ça soit à destination
des chaînes télé, de la presse, pour raconter un récit positif de la tempête. On part en hélicoptère, on est harnaché, les pieds quand même dans le vide. Et voilà. Et après, l'objectif, c'est de ramener le maximum d'images impactantes en un minimum de temps. Et j'aimerais bien utiliser des drones pour faire cette image-là, mais les drones ne tiennent pas encore les 160 km/h de vent ce jour-là. Alors justement, en préparant notre échange, je vous ai posé une question. Vous m'avez dit, pendant la tempête Kiaran, qui est évidemment la dernière grande tempête de référence en Bretagne, vers le Finistère essentiellement et les Côtes d'Armor, je vous ai dit, mais vous n'avez pas pu décoller dans ces conditions. Et vous me dites, si, pas de problème, 160, 170 km/h, le pilote d'hélicoptère, pas de problème. Oui, pendant la tempête Kiaran, en fait, ce qui se passe, c'est que le pilote, il dirait que voler par un temps comme aujourd'hui et voler en tempête, pour lui, c'est exactement pareil. Il y a le vent n'est pas un élément limitant au vol en hélicoptère. Le seul risque, en fait, et la seule limite à ne pas dépasser, c'est 55 nœuds au démarrage en vent moyen pour que les pales de l'hélico ne touchent pas le rotor à l'arrière. Mais une fois qu'on est en l'air, on peut y avoir 180-200 km/h. C'est pas un élément limitant. Vous avez jamais eu peur? J'ai pas le temps d'avoir peur, honnêtement. Avec l'adrénaline, enfin, Joker, parce qu'une fois j'ai quand même regardé ce que le pilote voyait. On était à Ouessant, il y avait des creux de 15 mètres, et en fait le pilote, quand j'ai regardé ce que lui voyait, je voyais la vague qui était derrière l'hélico, qui était plus haute que l'hélico, et lui en fait faisait du saut-mouton dans les vagues, il descendait dans les creux, il remontait pour avoir des belles images. Et vous travaillez toujours avec le même plus jamais je pilote? regarderai. C'est toujours avec le même pilote ou non? En fait, les pilotes sont quand même en général des anciens de l'aéronavale, donc ils ont l'habitude d'apponter sur des bâtiments dans la houle, dans 5-6 mètres de houle, donc se poser sur un bateau. Donc alors après, aller faire du saut-mouton dans les vagues, pour eux, c'est pas très compliqué. Alors, il y a la technique de l'hélicoptère et là, il y a la technique du drone. Nous sommes à Saint-Malo, évidemment, hein, en période de grande marée, période de longue houle. Là aussi, image spectaculaire. L'objectif, c'est de montrer la puissance de la mer, de la Manche, là, en l'occurrence, face à la cité corsaire. Alors oui, j'utilise des drones déjà parce que écologiquement parlant, c'est mieux que l'hélicoptère et ça coûte moins cher, évidemment, économiquement parlant. Là, on est à Saint-Malo. Le drone, en fait, je peux l'utiliser parce que là, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a très peu de vent ce jour-là. Il y a 50-60 km/h de vent. Et du coup, le drone peut voler sans aucun problème, sauf qu'il y a cette houle résiduelle qui vient frapper le sillon et qui, du coup, vient à l'assaut des maisons et qui donne un cliché qui a été beaucoup partagé parce qu'on a l'impression que les maisons vont être ensevelies sous l'eau, et c'est une image qui a beaucoup servi à illustrer des articles sur le changement climatique et notamment l'impact de la montée des eaux sur le littoral. Alors, comment vous vous préparez pour justement aller photographier ces tempêtes? Évidemment, vous suivez les prévisions météo, mais voilà, comment on book par exemple un hélicoptère? Comment on se dit ce sera tel spot et pas celui-là? Comment vous travaillez? Faites-nous plonger quelques heures avant d'aller photographier les tempêtes, et là en l'occurrence par exemple la Marine nationale et la SNSM. Je pense que j'ai loupé mes études et j'aurais dû faire des études de météo, ça m'aurait beaucoup plus plu. Et non, je passe ma vie à regarder les modèles météo. Par exemple, la tempête Kiaran, j'ai réservé l'hélico le 22 octobre, la tempête est passée le 2 novembre. Donc il y a 10-12 jours à l'avance, en fait, on voyait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Et après, on n'est jamais sûr à 100%, évidemment, hein, comme n'importe quel phénomène météo. Et voilà, et après, là où j'apporte... je modifie un peu la prévision initiale, c'est que moi je regarde surtout du coup le vent, la houle. Les tempêtes les plus violentes ne sont pas forcément celles qui sont les plus photogéniques. En fait, ce qu'on parle souvent de bombes météo qui passent et qui se creusent en une fraction, en 24 heures avant de frapper par exemple la Bretagne, mais ce n'est pas les tempêtes qui vont générer le plus de houle. La houle, elle est quand la grosse tempête se forme au milieu de l'Atlantique et après prend le temps d'arriver jusqu'à nos côtes. Donc ça c'est repérer les houles qui vont être les plus spectaculaires. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait de la lumière sur mes photos. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer une émotion, faire travailler l'imagination des gens quand il y a de la lumière. Et voilà. Et après, ça va être regarder la nubulosité, choisir le lieu où je vais aller en fonction de tout un tas de paramètres les plus alignés. C'est vrai qu'on parlait des tempêtes hivernales, mais vous avez une petite préférence pour les tempêtes estivales. On repense à cette grande tempête en août 2023 au large de la Bretagne, qui avait d'ailleurs causé le décès d'une baigneuse à Ouessant. On est en pleine période estivale. Alors évidemment, c'est dramatique quand des faits divers comme cela se produisent. Vous, ce que vous appréciez évidemment à travers ces moments-là, c'est la lumière. C'est la lumière qui change par rapport à la période estivale, par rapport au soleil qui est très haut évidemment dans le ciel. Oui, tout à fait.
faut savoir que par rapport à l'image d'avant, c'est un exercice d'élitreuillage de la SNSM dans des conditions de houle importantes. Donc ça, c'est au mois d'avril. 2 mois plus tard, ils refaisaient la même chose, mais cette fois-ci en conditions réelles, au large de Perros-Guirec. Les sorties les plus fréquentes et les plus douloureuses pour la SNSM, c'est quand les tempêtes passent au mois de juillet. Parce qu'il y a, du coup, il y a des plaisanciers qui ne sont pas forcément habitués à la mer en Bretagne, aux tempêtes, et qui du coup, prennent la mer sans trop faire attention. Et voilà, après, sur l'aspect lumière, effectivement, les tempêtes qui passent l'été, le soleil se levant beaucoup plus au nord l'été, les axes sont totalement différents dans l'éclairage des vagues. C'est pour ça que ça permet des fois de faire des images qu'on ne ferait pas sur une tempête hivernale. Vous avez ouvert une galerie, je crois, récemment dans le sud-Bretagne, une nouvelle fois? Oui, à Landerneau, où bah, justement il y a ces images de l'Abeille Bourbon. Enfin, l'Abeille Bourbon, c'est un bateau, il y a 20 mètres entre l'étrave et le haut du bateau. Et là, c'est pendant la tempête Kiaran. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le bateau, quand on le regarde au port, il est monstrueux. Enfin, c'est un des bateaux mythiques de remorquage en France. Là, je le vois entre Ouessant et le rail d'Ouessant parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir pendant la tempête Kiaran le mouillage à Ouessant en raison du vent. Donc, il y aurait 207 km/h, je crois, cette nuit-là. Et le bateau n'arrivait pas à tenir le mouillage à Ouessant. Donc, il est obligé d'aller en mer. Et quand on le voit au milieu des vagues comme ça, il paraît tout petit. Et là, je le voyais disparaître sous les vagues et c'était impressionnant. Et vous avez une petite vidéo qu'on va vous montrer aussi, justement, lors du passage de la tempête Kiaran. Hop. Donc tout ça, c'est fait en hélicoptère, justement pendant la tempête Kiaran. Donc on est une équipe de vidéastes et de photographes. Et l'objectif, c'était de ramener des images pour à peu près toutes les chaînes de télévision en France, ce jour-là, et notamment de l'Abbaye Bourbon. Vous travaillez pour des magazines, à la commande aussi. Tout à fait. On ne peut pas s'empêcher de lâcher une petite insulte dans le casque quand on voit ça sur le moment. Waouh. Donc voilà, là, ça fait partie des moments où le pilote quand même doit être bon parce qu'on est entre 2 vagues et vraiment très très bas. Donc, Merci. Merci Mathieu. Et donc on peut retrouver l'un de vos ouvrages. Le premier, le deuxième, il y a un petit peu plus, vous me disiez, au téléphone d'humain, c'est ça? Le premier est... Ouais, alors je travaille sur parce qu'en fait, les tempêtes jusqu'à présent, je faisais des vagues sur les phares, et en fait très peu d'humains. Sauf que dans la tempête, il y a des gens qui travaillent. Il y a des sauveteurs de la SNSM, des remorqueurs. Il y a aussi des navigateurs. Donc j'ai fait des embarquements sur des ultimes qui vont faire la route du Rhum. Il y a des liaisons qui sont assurées entre le continent et les îles. Là, il vaut mieux éviter de prendre le bateau quand on a le mal de mer. Donc voilà, c'est pareil, on parlait de la SNSM et c'est vraiment des gens que j'ai envie de mettre en valeur leur travail dans la tempête. Ce sont des bénévoles. Oui, pour Important la, de le pour la rappeler, SNSM. ouais, pour la SNSM, évidemment. Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que vous connaissez très bien Pauline, qui est à côté de vous. Merci, Pauline, d'être avec nous. Alors, vous me disiez au téléphone, j'aimerais tester un jour les orages, mais pour le moment, vous êtes chasseuse de tempêtes. Pour commencer, d'où est venue cette passion, cette attirance plus que forte pour l'océan, pour la mer? C'est une photo qui s'appelle Illusion, parce qu'en fait, on est dans une crête de vagues, tout simplement. Et c'est un peu comme Mathieu, ce qu'il raconte aussi, c'est de raconter des histoires, en fait, à travers l'océan, créer des illusions et une émotion. Là, il faut quand même un zoom spécifique pour aller capter justement cette Là, tête de vague. Oui, tout à fait. On est sur un optique, donc un 150-600 comme objectif. Donc on a un rapprochement qui est quand même assez fort. Mais ce jour-là, la houle était très forte et très proche, en fait, parce que le point de vue permet, en fait, de ne pas tout le temps avoir besoin de zoomer au maximum. Et les conditions lumineuses étaient très bonnes. Vous vous présentez aussi photographe comme témoin du changement climatique. Comment? Ben, je dirais qu'en fait, nous, on voit la fréquence des tempêtes qui est de plus en plus récurrente. On voit les changements aussi au niveau du cordon dunaire, où en fait, les dunes, elles disparaissent au fur et à mesure. Par exemple, moi, cet hiver, j'ai été très sensibilisée aussi au niveau des macareux moines. J'ai passé mon temps à être très présente aussi au niveau écologique auprès d'eux, au niveau des vétos. Et tout ça sont des conséquences aussi du climat, où ça influence tout le monde. Traits de côte qui sont bousculés au rythme des vagues, évidemment, lors de grosses tempêtes. Nous, la côte laodienne, là où j'habite, donc Pointe du Finistère, secteur de la Pointe du Raz, là, tout le cordon dunaire a commencé à disparaître.
Donc c'est en train de grappiller, de venir sur les routes. Pour vous, c'est pareil, ça m'a fait rire, vous m'avez dit par téléphone, vous ne pourriez pas habiter en Alsace. Non, Parce que, alors là, c'est l'opposé. il y a besoin d'avoir une ligne d'horizon. Alors, comment vous travaillez justement, vous On a eu, c'est vrai, l'explication de Mathieu, quand vous voyez les tempêtes qui s'annoncent, c'est à travers les bulletins météo, des sites spécifiques pour regarder aussi la houle qui va être générée par la dépression. Alors moi, ça va principalement se tourner vers la houle au niveau de la météo marine. Donc la houle, les coefficients. Et après, ça va être directement d'ouvrir la fenêtre et de regarder un petit peu le ciel, ce qui se passe à l'extérieur. Et là, je rebondis sur ça parce que vous m'avez dit aussi, je l'ai noté, il y a des tempêtes qui se photographient et d'autres qui se regardent. Oui, qui se vivent. En fait, c'est un petit peu ce qu'expliquait Mathieu tout à l'heure, où il y a des conditions lumineuses, si on ne les a pas, en fait, ça ne se photographie pas. Et c'est vraiment l'élément qui est ultime à la création d'une belle image. Et on a quand même cette chance-là, je trouve, en Bretagne, d'avoir des éléments comme là, où on a des ciels qui sont complètement chargés. C'est presque une apocalypse. Enfin, c'est un peu comme ça. On est en pleine tempête ce jour-là. Il y a un arc-en-ciel, il y a un ciel qui nous tombe dessus. Bon, là, on est sur une période d'étale, donc la mer, elle se stabilise. Bon, on est quand même très haut au niveau vague, en fait, juste avant. Et c'était complètement fou. Donc, oui, c'est des lumières qui se regardent. Moi, je prends mon sac et souvent, je me véhicule à pied quand je peux ou en voiture. Et là, je me dis, waouh, allez-y, c'est bon, c'est le moment. Là, c'est les nuages, les mammatus, les fameuses boules là, qui apparaissent en effet au niveau des orages. Vous étiez où sur cette photo? C'est le Finistère, le C'est à Morbihan? Audierne. C'est à Audierne, c'est la digue d'Esquibien. J'étais en train de faire une grosse chasse aux grosses vagues à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel et je me suis dit, waouh, la chance d'être là à ce moment-là. Et ça a duré un bon moment, toute cette formation. Là, on est sur la fin, en fait, parce qu'il y avait 2 arcs-en-ciel au départ, en fait, dans la photo. Enfin, voilà. Vous avez une petite surprise pour nous pour la dernière photo. Oui. On a parlé des tempêtes, on a parlé des orages à l'instant, et là on revoit, on en a aperçu une tout à l'heure, mais une trombe marine sur la partie gauche de la photo. Tout à fait. Et on voit bien l'impact. Donc ça se passe aussi à Audierne. Pour moi, en termes de gestion de cette photo-là, il faut savoir que j'étais en mer, en fait, en train de faire de la planche à voile. J'ai dit, waouh, il faut partir, il y a quelque chose qui se passe. J'ai jeté le matériel, je suis allée chercher mon matériel photo, et je suis arrivée de chez moi, je voyais ce tuba en fait qui se formait, et je suis arrivée à cet endroit-là, et je dis, waouh, l'impact est là, il y a cette trompe qui se forme, et c'était vraiment complètement magnifique. On avait tout. On est en quelle période de l'année là sur cette photo? On est au mois de mai. Mois de mai. Elle a 2 ans exactement, cette photo-là. Jour pour jour, vous le disiez. Quasiment, ouais. Mardi, elle avait 2 ans, cette photo. Et alors, de temps en temps, vous vous retrouvez ensemble sur les mêmes spots? Comment ça se passe? Ça se chamaille ou... Oh, ça se chamaille pas. Non, mais comment, ouais, vous êtes déjà retrouvés sur le terrain ensemble pour faire des photos? Vous connaissez en tout cas. On côtoie les mêmes lieux. Les digues notamment, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des digues, mais les digues, c'est des points de repère. Spots, en fait. Et puis, en fait, forcément, on est tous les deux en Bretagne, localisés dans le Finistère. Donc, la marge de manœuvre est quand même assez proche l'un de l'autre. Et au niveau de la météo, c'est pareil, on va cibler les mêmes lieux, tout simplement. Oui, en fait, sur les spots on va dire de photos de vagues avec des ressacs, en fait, il y a la vague qui vient du littoral, qui vient taper à une digue, puis il y a une partie de la vague qui passe par au-dessus, et puis l'autre partie, le ressac qui revient dans l'autre sens et qui vient taper la vague suivante. Donc on a souvent l'impression que c'est une vague sur nos photos, mais en fait, c'est souvent 2 vagues qui se rencontrent. Et des lieux comme ça en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, en gros, il y en a 2. Un à Pleumeur dans le Morbihan et un à l'Esconil dans le Finistère, où la plupart de nos photos de vagues sont réalisées. Donc on se retrouve vite beaucoup sur les mêmes lieux. Au début, c'est ce qu'on disait quand on a commencé il y a 15 ans, on était des fois tout seul, des fois tous les deux, allez, 3 maximum. Et puis maintenant, quand la tempête elle passe, elle s'appelle Patricia au mois d'août, il y a 200 personnes sur les lieux. Hein. Donc, un peu comme les chasseurs d'orage. Un peu comme les chasseurs d'orage, ouais. Eh ben, merci beaucoup Pauline Aureliou, Mathieu Riverain, Stéphane Schmitt.